ma sœur n'a même pas attendu le dessert. Le bruit de sa chaise raclant le carrelage en terre cuite a fendu l'air festif. Elle s'est levée, baignée par la lueur multicolore des guirlandes du sapin de Noël, et a déclaré d'une voix qui ne tolérait aucune interruption, « C'est clair comme de l'eau de roche. Toutes les économies de papa me reviennent. Elle n'aura rien. Pas un murmure, pas la moindre hésitation. Juste une lame verbale, lancée en public, destinée à s'enfoncer profondément. Quelques membres de la famille ont même applaudi. Quelqu'un a ri, un son sec et déplacé. Je n'ai ni pleuré, ni protesté. Je me suis simplement tourné vers mon père, observant son sourire s'éteindre en temps réel, comme une bougie soufflée par un courant d'air glacial. « Papa, est-ce que je dois leur dire ce que tu m'as dit ?» Son visage s'est vidé de toute couleur. La voix de Manon a claqué, aiguë et paniquée. « T'as dit quoi ? Avant que je ne vous raconte la suite, dites-moi d'où vous écoutez, pour que je sache que je ne suis pas seul. Et quand vous aurez entendu mon histoire, dites-moi ce que vous auriez fait à ma place. Je m'appelle Chloé, et aussi loin que je me souvienne, j'ai appris à occuper le moins d'espace possible au sein de ma propre famille. Je travaille dans un domaine créatif, dans une petite ville en Normandie. Un travail calme, régulier, qui me permet de construire des choses avec mes mains. Des choses qui ne crient pas plus fort que moi, qui ne me prennent pas de haut. Ici, dans mon petit appartement surplombant les rues grises aux toits d'ardoise, la vie semble paisible, prévisible. La mienne. Ça n'a pas toujours été comme ça. En grandissant dans la maison de campagne familiale, un vieux mas en pierre dans un village en Provence, je vivais dans l'éclat d'un sapin de Noël qui paraissait chaleureux mais ne l'a jamais été. Ma mère, Valérie Dubois, était une femme décidée, toujours certaine de tout. Elle avait toujours raison. Elle aimait à dire « Manon, ma fille aînée, éblouissante ». Chloé était la forte, ce qui, dans notre maison, signifiait l'enfant dont on attendait qu'elle n'ait besoin de rien. Si Manon voulait quelque chose, la chose apparaissait comme par magie. Si je voulais quelque chose, j'apprenais à y renoncer avant même de le désirer vraiment. Mon père, Stéphane, n'était pas cruel. Juste silencieux. Trop silencieux. Son silence enrobait tout, surtout lorsque le favoritisme de ma mère taillait plus profondément qu'elle ne le réalisait, ou peut-être, précisément autant qu'elle le souhaitait. Je me souviens, vers l'âge de 8 ans, être entré dans son bureau et l'avoir vu refermer un petit carnet d'épargne si vite que les pages avaient claqué. Il s'était agenouillé à côté de moi et avait murmuré, l'odeur de pipe et de vieux papier flottant autour de lui, « Ta part sera en sécurité, ma chérie. Personne ne peut prendre ce qui t'est destiné. » À cet âge, je ne comprenais pas pourquoi il avait besoin de le dire comme un secret. Près d'une décennie plus tard, à 17 ans, je ne comprenais que trop bien. J'avais entendu mes parents chuchoter dans la cuisine, ma mère pressant mon père, qui hésitait, de tout donner de leurs économies à Manon, parce qu'elle en aura plus besoin. Mon nom n'était pas prononcé avec colère, il était simplement absent de leurs lèvres, ce qui, d'une certaine manière, faisait encore plus mal. Même maintenant, des années plus tard, entrer dans leur maison pour Noël, c'était comme pénétrer dans un musée de vieilles blessures. Le salon familier brillait de guirlandes et d'ampoules chaudes, mais l'air portait cette tension serrée, cassante, que j'avais appris à respirer depuis l'enfance. Manon traversait la pièce comme si la fête lui appartenait, vêtue d'une robe manifestement coûteuse. Sa voix était éclatante tandis qu'elle racontait ses projets de mariage à une cousine. Ma mère planait juste derrière elle, hochant la tête fièrement, lui touchant le bras, transformant son nom en un projecteur. « L'argile doit bien t'occuper », m'a dit ma mère quand elle m'a enfin remarqué, son sourire doux mais ses yeux dérivant déjà vers Manon. « Tu t'es toujours débrouillée toute seule. Certaines personnes n'ont pas besoin d'autant d'aide. » Traduction, Manon a besoin de tout. Tu n'as besoin de rien. Mon père m'a gratifié d'un rapide signe de tête tendue de l'autre côté de la pièce. Quelques jours plus tôt, il m'avait appelé juste avant le dîner, la voix instable, disant « Il y a quelque chose que je dois te dire avant Noël. » Mais avant que je puisse demander quoi, il avait raccroché. Et ce soir, il n'en avait pas dit un mot. Je le sentais dans ma poitrine. Un changement, un avertissement. Quelque chose se préparait. Quelque chose de grand. Le dîner a commencé comme il l'avait toujours fait dans ma famille. Trop de conversations parallèles, trop de gens parlant les uns par-dessus les autres, et ce genre de rire qui semblait juste un peu trop fort, comme si tout le monde essayait de prouver quelque chose.
Je me suis glissé à ma place près du bout de la table, l'endroit où j'avais toujours fini, comme si le plan de table avait été assigné le jour de ma naissance. Manon était assise au centre, exactement là où la lumière du lustre en fer forgé frappait ses cheveux juste comme il fallait. Elle adorait cette place. Elle adorait les moments construits autour d'elle. Ce soir n'était pas différent. Je l'ai regardée ajuster la serviette sur ses genoux avec ce droit naturel et sans effort qu'elle avait perfectionné depuis l'enfance. Papa nous a aidés à réserver le domaine pour le mariage, a-t-elle dit à une tante, sa voix flottant le long de la table. Et il couvre les plus grosses dépenses. Ça va être parfait. La tante lui a souri comme on sourit à une future mariée, un sourire doux, superficiel, sans question. Ma mère, assise à côté de Manon, a ajouté, quand un enfant est choisi pour quelque chose de grand, toute la famille s'élève avec lui. Elle ne m'a pas regardé en disant cela. Elle n'en avait pas besoin. J'ai senti le changement, puis la première vague de chaleur dans ma poitrine. Pas de la colère, pas encore, juste de la reconnaissance. Ce schéma, cette chorégraphie. J'en connaissais chaque pas. Stéphane, mon père, était assis en face de moi, poussant la nourriture dans son assiette. Quand nos regards se sont croisés, il a détourné les yeux rapidement, comme si le contact visuel pouvait le trahir. Cela a ravivé un autre souvenir. Manon a 15 ans, pleurant parce qu'elle n'avait pas eu le rôle principal dans la comédie musicale du lycée. Papa avait exigé que le metteur en scène reconsidère sa décision et, d'une manière ou d'une autre, Manon était entrée en répétition le lendemain avec le solo. J'étais à côté de lui quand il avait dit « Certains enfants ont besoin d'un petit coup de pouce pour briller ». J'avais voulu demander « Et moi, de quoi ai-je besoin ?» Mais je ne l'ai jamais fait. Ce soir, je voyais la même expression sur son visage, le pli nerveux de sa bouche, la culpabilité qu'il prétendait ne pas ressentir. « Alors, Chloé ?» a dit ma mère, en passant la baguette, mais sans vraiment me la proposer. « Toujours à travailler sur tes projets créatifs en Normandie ?» J'ai failli rire. Projet créatif. Comme si ma carrière de céramiste était un passe-temps auquel je jouais entre de vraies responsabilités d'adulte. Oui, ai-je répondu. Le travail est stable. Ma mère a hoché la tête, clairement désintéressée, se tournant déjà vers Manon. Certaines personnes savent comment construire un avenir. C'est un don. Les mots ont atterri avec une piqûre familière. Ils ne concernaient jamais mon avenir. Ils étaient toujours un prélude à l'éloge de celui de Manon. Papa s'est raclé la gorge. Soudain, un petit son cassant. Pendant un instant, j'ai cru qu'il allait enfin parler de l'appel téléphonique, du « quelque chose que je dois te dire ». Mais il a seulement ajusté sa fourchette et n'a rien dit. Puis j'ai entendu le léger tintement du cristal. Manon a levé sa flûte de champagne et l'a tapotée légèrement avec sa bague. Toute la table s'est tue. Même le bavardage dans la cuisine a semblé s'interrompre. Elle a souri, un sourire poli, confiant, qu'elle avait pratiqué pendant des années. « J'ai une annonce à faire », a-t-elle dit, les yeux brillants. Une grande annonce. Une ligne de froid a parcouru ma colonne vertébrale. Je savais absolument que ce qui allait suivre allait tout changer. Manon n'était pas pressée. Elle a laissé la pièce suspendue à son sourire un instant de trop. Le genre de pause qu'elle faisait avant d'ouvrir des cadeaux d'anniversaire dont elle savait déjà qu'ils étaient chers. Elle se délectait de l'anticipation, de la façon dont les gens se penchaient vers elle, ne réalisant pas qu'ils étaient tirés comme des marionnettes. « Eh bien » a-t-elle dit, abaissant finalement son verre juste assez pour garder la vedette. Certains d'entre nous ont été choisis pour une raison. Mon estomac s'est noué. J'avais entendu des versions de cette phrase toute ma vie, mais ce soir, elle portait une pointe plus acérée. Elle a continué à parler de son mariage, des coûts, des plans, des investissements auxquels papa croit. Chaque mot était un rappel que Stéphane, mon père, avait dépensé plus pour son avenir qu'il ne me l'avait jamais reconnu. Je l'ai vu se ratatiner sur sa chaise. Les épaules rentraient, comme s'il savait ce qui allait arriver et souhaitait pouvoir disparaître avant que cela n'arrive. Maman a saisi la main de Manon de façon théâtrale. « Ma chérie, tu mérites tout ce qui t'arrive. Tu as toujours été celle qui était prête à s'engager dans quelque chose de plus grand. » L'implication était claire. Je n'avais jamais été plus grande, juste superflue. Un bourdonnement sourd s'est installé dans mes oreilles. Pas encore de la colère,
mais le début de quelque chose qui se solidifiait, quelque chose qui avait attendu le bon moment. J'ai pris une lente inspiration, m'ancrant dans le présent. Je n'étais plus la jeune fille qui surprenait des chuchotements dans la cuisine à 17 ans. Je n'étais plus fragile ou incertaine. J'étais la femme qui, quelques jours auparavant, était assise en face de Maître Dupont, examinant des documents notariés, des ordres de virement signés, et les protections légales que Stéphane avait demandé de mettre en place. Des protections pour moi. Des protections qu'il avait eu trop peur de prononcer à voix haute. Il avait voulu me le dire le soir où il avait appelé, sa voix se brisant. Il y a quelque chose que tu dois savoir. J'aurais dû te le dire il y a longtemps. Puis la ligne était devenue silencieuse. Peur, culpabilité. Je n'étais pas sûr, mais je comprenais une chose. Il portait une vérité qui le terrifiait, et j'avais sécurisé cette vérité avant que quiconque ne puisse y toucher. De retour à table, Manon a de nouveau levé son verre, comme pour s'approprier une scène. Puisque nous sommes tous ici, a-t-elle dit, je pense que c'est le moment idéal. Les membres de la famille se sont penchés en avant. Les fourchettes se sont immobilisées. Même les plus jeunes cousins ont cessé de s'agiter. La main de mon père a tressailli. Juste une fois, mais je l'ai vu. Chloé, a dit maman d'un ton léger. Essaie de sourire. C'est un moment familial. Un moment familial. Dans notre maison, cela signifiait généralement qu'on allait me rappeler exactement où était ma place, ou plutôt mon absence de place. Le raclement de la chaise de Manon a retenti bruyamment alors qu'elle se levait de toute sa hauteur, se prélassant dans la lueur du lustre. Sa confiance était absolue, le genre de confiance qui vient d'une vie entière à s'entendre dire que le monde lui appartenait déjà. J'ai senti une immobilité s'installer en moi, un calme étrange, froid et clair. Je n'étais pas là pour me battre, ni pour crier, ni pour prouver quoi que ce soit. J'étais là pour mettre fin à quelque chose. Manon a inspiré théâtralement. Il est temps, a-t-elle dit. Et je savais que les prochains mots qui sortiraient de sa bouche feraient exploser la soirée. Manon n'a pas hésité. Elle a relevé le menton comme elle le faisait toujours quand elle voulait que la pièce l'adulée a dit, assez fort pour que chaque parent entassé autour de cette longue table de Noël l'entende, toutes les économies de papa me reviennent. Elle n'aura rien. Pendant quelques secondes, personne n'a respiré. Puis la pièce a éclaté. Quelqu'un a applaudi en premier, un oncle qui avait toujours traité Manon comme un trophée. Un autre s'est joint à lui. Une cousine a ri. Des verres se sont levés. La musique de Noël fredonnait comme un applaudissement de fond. Tout est devenu flou, bruyant et résonnant, jusqu'à ce que leurs acclamations sonnent comme si elles se produisaient sous l'eau. Je n'ai pas bougé. Non pas parce que j'étais choqué, bien que je le fusse, mais parce que j'ai soudain senti quelque chose s'installer en moi, quelque chose de stable, de froid. Pas de la peur, la vérité. Manon s'en délectait. Son sourire s'est élargi, triomphant, comme si elle avait enfin coiffé sa couronne légitime. C'est ce que papa pense être juste, a-t-elle continué en faisant tourner le champagne dans son verre. Certains d'entre nous construisent des avenirs. D'autres n'ont besoin de rien. Ses yeux se sont posés sur moi avec une douceur délibérée, une lame enrobée de sucre. Maman lui a serré le bras fièrement. C'est une grande étape pour elle. Nous devrions tous être heureux pour Manon. Heureux pour Manon. Alors qu'on me disait publiquement que ma vie, mon travail, ma place dans cette famille ne valait rien. Papa était assis, raide, à l'autre bout de la table, fixant son assiette comme si le motif de la porcelaine pouvait l'avaler. Sa fourchette gisait, intacte. Ses mains tremblaient. Les acclamations se sont lentement transformées en murmures, puis en un silence tendu. Je me suis finalement tourné vers lui. « Papa » ai-je dit doucement. « Est-ce que je dois leur dire ce que tu m'as dit ?» La pièce s'est figée. Un seul ornement sur le sapin a bougé lorsque le chauffage s'est enclenché. Ce minuscule son métallique a été le seul mouvement dans la maison. Le visage de Stéphane est devenu blanc, vidé si rapidement qu'on aurait dit que quelqu'un avait éteint la lumière en lui. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun son n'en est sorti. Il est devenu livide. Quelqu'un a chuchoté derrière moi, mi-amusé, mi-confus. Puis est venue la voix de Manon, aiguë, se fissurant sous le premier signe de panique. « T'as dit quoi ?» Elle s'est avancée, son talon s'accrochant légèrement au tapis. Sa confiance vacillait.
Juste un peu, mais assez. Qu'est-ce qu'il t'a dit, Chloé? A-t-elle claqué, plus durement cette fois? Tu inventes des histoires. Papa ne. Il ne te dirait rien d'important. Je ne l'ai pas regardé. Mes yeux sont restés fixés sur Stéphane. Papa, ai-je répété. Tu veux leur dire, où je le fais? Il a dégluti, sa pomme d'Adam faisant un aller-retour. Une fois. 2 fois. Chloé, Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Maman s'est penchée vers lui, les sourcils froncés. Stéphane, de quoi parle-t-elle? Pourquoi agis-tu comme ça? Je lui ai dit, a-t-il finalement chuchoté, la voix tremblante, qu'elle avait sa propre part. Que je l'avais mise de côté il y a des années, avant tout ça. Un bourdonnement silencieux et électrisé a parcouru la table. Manon secouait la tête. Quelle part, papa? De quoi parle-t-elle? Il n'a pas répondu. Il ne pouvait pas, alors je l'ai fait. Il y a quelques jours, ai-je dit, gardant ma voix stable, papa m'a appelé. Il voulait me dire quelque chose avant Noël, mais il n'a pas réussi à trouver les mots. Je savais déjà que c'était sérieux. Alors, j'ai rencontré quelqu'un. Les yeux de ma mère se sont plissés. Qui ça? Maître Dupont, ai-je dit. Mon avocate. Le mot « avocate » a tranché l'air de la table comme une lame. Des halètements, une fourchette qui tombe. Quelqu'un a marmonné, oh, mon Dieu. La mâchoire de Manon s'est décrochée. Tu as pris une avocate? Oui, ai-je dit. Parce que papa voulait que ses économies et les actifs qu'il mettait de côté pour moi soient sécurisés légalement. Il voulait s'assurer que personne ne pourrait le forcer à changer d'avis. Maman a répliqué sèchement, il n'a jamais dit ça. Tu déformes les choses. Stéphane, dis-lui que ce n'est pas vrai. Si, a-t-il dit doucement, la voix brisée. Valérie, si. J'ai économisé pour les 2 filles. Mais tu n'arrêtais pas de me dire que Chloé n'en avait pas besoin. Que Manon avait besoin de plus. Et je t'ai laissé me convaincre encore et encore. Ses mains tremblaient sur la table. Mais je voulais que Chloé ait ce qui lui revenait. J'aurais dû le dire à voix haute. J'aurais dû la protéger plus tôt. Le visage de Manon s'est tordu, un mélange d'incrédulité et de rage. Ce n'est pas possible. Vous mentez. Maman, dis-lui d'arrêter. Ce n'est pas juste. Juste? Ai-je répété. C'est comme ça que tu appelles ça? Elle a pointé un doigt tremblant vers moi. Tu as tout pris. Tu as agi dans notre dos. Tu as trompé papa. Non, ai-je dit calmement. J'ai simplement suivi ce qu'il m'a demandé de faire. Quelqu'un devait le faire. Maman secouait la tête violemment, marmonnant quelque chose sur la trahison et la manipulation. Mais la vérité était déjà là, et elle n'allait pas repartir. Stéphane s'est forcé à regarder Manon. Ma chérie, je t'aime, mais on t'a tant donné, trop. Et Chloé, elle a été exclue de choses dont elle n'aurait pas dû l'être. Silence, lourd, froid. Nous en avions parlé, a insisté maman, la voix montant. Tout devait aller à Manon. C'est elle qui a de vraies responsabilités. Et je t'ai laissé décider de ça. A-t-il éclaté, plus fort que je ne l'avais entendu parler depuis des années. Je t'ai laissé me faire sentir coupable de vouloir m'occuper de mes 2 filles au lieu d'une seule. Manon clignait des yeux rapidement, retenant des larmes de colère. Et maintenant? Qu'est-ce qui va m'arriver? J'ai soutenu son regard, sans ciller. Ce qui arrive, ai-je dit, c'est exactement ce qui a déjà été fait. Les transferts ont été signés. Le compte est à mon nom. C'est légal. C'est définitif. Tu ne peux pas faire ça. A-t-elle hurlé. J'ai gardé ma voix calme, posée. C'est déjà fait. Elle a regardé autour d'elle comme si elle attendait que quelqu'un, n'importe qui, prenne sa défense. Personne n'a bougé. Même le son lointain des chants de Noël à l'extérieur semblait s'estomper. Pour la première fois de sa vie, Manon n'avait pas de public, pas d'applaudissements, pas de sauvetage. Juste des conséquences. Stéphane a essuyé ses yeux. Je suis désolé, Chloé. J'aurais dû mieux te protéger.
J'ai hoché la tête une fois. Tu l'as fait. Juste plus tard que tu n'aurais dû. Un long silence de dénouement a suivi, un silence qui semblait combler des années de déséquilibre. Et dans ce silence, quelque chose s'est brisé. Pas en moi, en eux. La pièce ne s'est pas remise. Pas de la manière dont quiconque l'aurait souhaité. La conversation n'a pas repris. Les rires ne sont pas revenus, et quelle que soit la version de la famille que nous jouions depuis des années, elle s'est effondrée silencieusement sous le poids de la vérité. Manon s'est laissée retomber sur sa chaise, fixant son assiette vide comme si elle pouvait réécrire la soirée pour elle. Maman a pressé ses mains contre ses tempes, chuchotant des fragments aigus et brisés, déni, incrédulité, des excuses qui ne fonctionnaient plus. Le pouvoir qu'elle détenait sur le récit avait glissé, et elle le savait. Papa s'est levé lentement. Pendant un instant, j'ai cru qu'il allait tomber. Chloé, a-t-il dit, la voix rauque, j'aurais dû te le dire plus tôt. J'aurais dû te défendre bien avant ce soir. Il paraissait plus petit que je ne l'avais jamais vu. Humblé, épuisé. J'ai laissé la peur faire des choix pour moi. Je suis désolé. J'ai hoché la tête. Pas avec amertume, ni avec triomphe, juste avec la compréhension de quelqu'un qui avait attendu longtemps l'honnêteté. Autour de nous, les parents évitaient le contact visuel. Certains semblaient coupables, d'autres confus, certains avaient honte d'avoir applaudi quelques minutes plus tôt. Personne n'a essayé de réparer les choses. Personne ne le pouvait. J'ai repoussé ma chaise et je me suis levé. La pièce semblait trop chaude, trop bondée, trop pleine de souvenirs que j'avais portés seul. Quand j'ai ouvert la porte d'entrée, l'air froid m'a envahi, vif, pur, réel. La neige avait commencé à tomber, poudrant l'allée d'un blanc doux. Derrière moi, j'ai entendu papa murmurer mon nom. Mais je ne me suis pas retourné. Pour la première fois depuis des années, je ne quittais pas cette maison vaincue. Je ne fuyais pas. Je sortais avec ce qui m'appartenait, ma part, ma vérité, et un avenir qui ne nécessitait pas leur permission. J'ai appris quelque chose depuis cette nuit-là. La justice ne rugit pas toujours. Parfois, elle arrive silencieusement dans un document signé. Une voix stable ou la simple décision de partir avec sa dignité intacte. Je n'ai pas gagné en criant. J'ai gagné en restant immobile pendant que la vérité rattrapait enfin tout le monde. Si vous avez déjà été confronté au favoritisme ou été mis à l'écart dans votre propre famille, dites-moi d'où vous écoutez. Partagez votre histoire dans les commentaires et abonnez-vous si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci. Vous n'êtes pas seul.